Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci de m'avoir invité, Raphaël, et merci à toute l'équipe de Dijon et de l'Université de Bourgogne pour m'inviter. Euh, je vais tenter dans le temps que m'était accordé de parler de la perception des événements de 7 octobre et la conséquence de la guerre génocidaire contre les Palestiniens et puis donner quelques réflexions sur ces événements. En fait, ces événements de 7 octobre, ils ont sollicité beaucoup de réflexions en Palestine sur tous les plans, sociétal, politique, mais aussi scientifique. Tout d'abord, sur le plan politique, il y a eu un débat au sein de la société palestinienne sur les types d'actions. Est-ce que les actions menées par la résistance de Gaza, notamment de Hamas, étaient légitimes ou pas? Il y a eu des discussions importantes dans la société palestinienne sur les types d'actions, sur le soutien aux actions de la résistance, mais aussi sur toutes les conséquences de réfléchir sur la libération des prisonniers politiques palestiniens. Et avant d'aller plus loin dans le débat, il faut peut-être rappeler le public que, comme on a toujours, enfin personnellement, j'ai toujours comparé la Palestine en tant qu'entité colonisée par rapport à d'autres colonies de peuplement, notamment avec la France et vis-à-vis de l'Algérie. Donc il y a beaucoup de choses comparables, à l'exception peut-être de la question des prisonniers, qui est au cœur d'événements de 7 octobre. Car un Palestinien sur 4, il a une expérience dans les prisons. Et si on prend le nombre de Palestiniens qui étaient dans la prison et par rapport à d'autres nations colonisées, il y a une particularité palestinienne. Donc il y a beaucoup de choses en commun dans les expériences coloniales, mais il y a une particularité par rapport à la question des prisonniers politiques. Disons ça, c'est pour comprendre pourquoi il y a eu autant de débats, parce que les gens qui étaient opposés à ce type d'action de 7 octobre disaient bon, on peut être opposé, mais quand même il faut libérer les prisonniers politiques palestiniens, puisque un Palestinien sur 4, comme je disais tout à l'heure, était dans la prison, donc ça touche une bonne partie de la population palestinienne. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, parce que cet État colonial israélien n'a jamais respecté le droit, c'est-à-dire que comme ils n'ont pas un système de justice pénitentiaire, donc du coup, les Palestiniens sont condamnés à des centaines d'années de prison. Et Israël n'a jamais libéré les prisonniers politiques dans une bonne volonté comme ils font les responsables des États, soi-disant démocratiques. Donc, les armées arabes, la résistance palestinienne, depuis toujours, a réussi à libérer les prisonniers politiques grâce ou à cause, si vous voulez, mais c'est surtout grâce aux actions d'enlever les soldats israéliens ou des cadavres de soldats israéliens. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui remonte loin dans l'histoire palestinienne. Israël n'a jamais libéré des prisonniers politiques palestiniens, y compris dans les années de fantasme d'Oslo. Donc, pour une bonne partie de la population palestinienne, c'est des actions justifiées pour libérer les prisonniers politiques. Il y a eu un grand débat sociétal sur les types d'actions, c'est-à-dire les répertoires d'actions de la résistance, parce que dans la société palestinienne, comme dans n'importe quelle société colonisée, il y a des gens qui sont pour la lutte armée seulement, d'autres ils sont pour la lutte dans toutes ses formes, y compris la lutte armée. Donc il y a eu un débat important. Il y a eu aussi un débat lié aux acteurs, puisque l'acteur principal est le Hamas, qui est l'opposé de l'autorité palestinienne. Donc il y a eu un débat interne entre les défendeurs de Hamas, pas forcément qui adhèrent à l'idéologie de Hamas, mais surtout qu'ils sont opposés à l'autorité palestinienne, ou à Fatah en particulier. Donc, si vous voulez, dans la société palestinienne, il y a eu un grand débat
sur les actions de Hamas et la logique derrière. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous dire qu'il y a eu un débat assez important. Maintenant, sur le plan sociétal, la société palestinienne dans son ensemble était surpris, y compris les personnes qui connaissent parfaitement la structure de la résistance, étaient surpris de l'ampleur, mais aussi la capacité de la résistance à faire ce type d'action, l'organisation, les conséquences, etc. Et du point de vue de la sociologie des actions de combattants palestiniens, c'est nouveau. Ça ne veut pas dire que le Hamas a inventé ce type d'action, mais c'est-à-dire à cette échelle, c'est nouveau dans l'histoire de combat palestinien. Donc il y a eu tout un champ argumentatif utilisé par des gens pour effectivement réfléchir sur comment voir les événements. Et des gens disaient que là, c'est une action suicidaire, puisque Israël va réagir violemment. D'autres, ils vont dire que on va dans le confort zone d'Israël, parce que c'est un État violent. Et le troisième débat était sur l'image des Palestiniens à l'extérieur. Et moi, je veux revenir sur ces trois thèmes. Je commence par le dernier, l'image des Palestiniens à l'extérieur. En fait, si vous voulez, il y a toute une pensée de dominants sur le dominé. Donc, beaucoup de gens dans la société palestinienne croient que le monde est seulement dominé par les Européens et les Américains. Donc, la pensée dominante voit Israël comme un État légitime et toute action contre Israël, elle est condamnée par nature. Après, bien sûr, on peut ne pas condamner les actions pacifiques, mais on condamner les actions militaires en oubliant que la loi internationale permet aux Palestiniens, comme toute autre nation occupée, dans le cas, parce qu'elle n'est pas seulement l'occupation, parce que moi je refuse d'utiliser le mot occupation, parce qu'elle est déformée. Donc, je considère que c'est une entité coloniale divisée en deux. Donc, la première colonie qui est entre guillemets Israël et la deuxième colonie, c'est 67. Donc, tout ça, c'est une structure coloniale. Pour cette raison, beaucoup de gens ils se réfèrent à une déformation théorique dans laquelle on peut imaginer deux parties, deux camps, et donc les Palestiniens eux-mêmes, le mainstream, le discours dominant, réfléchit au terme de deux États, c'est-à-dire l'image d'un combat condamnable, condamné par la communauté internationale, parce que c'est contraire au droit international, en oubliant qu'Israël viole le droit international. D'ailleurs, c'est le seul pays au monde qui a violé autant de résolutions des Nations Unies. Rappelons-nous, le criminel de guerre George Bush avait fait une déclaration contre l'Irak en disant que Saddam Hussein n'a pas respecté 10 résolutions des Nations Unies. Israël a violé un peu plus de 200 résolutions des Nations Unies. Donc Israël, c'est le roi, c'est un État voyou par rapport au droit international. Et malgré tout, il y a toute une sémantique de grammaire de dire il faut respecter le droit international. Alors Israël n'a jamais respecté le droit international. Cependant, il y a eu tout un débat sur les actions et quelles sont les actions légitimes ou pas légitimes. Deuxièmement, sur le territoire, parce que le territoire de 67 et le territoire de 48, tout ce qu'on appelle l'enclave de Gaza, où il y a eu les pénétrations des combattants palestiniens sur le territoire annexé par Israël, qui est devenu territoire israélien, et quelque chose que les gens oublient, que toutes ces terres où se trouvent les colonies, c'est des terres des Palestiniens qui se trouvent à Gaza. Donc ce n'est pas une terre annexée par Israël qui dépend de l'ancienne puissance ottomane, mais c'est-à-dire du point de vue administratif, mais c'est des terres des gens. Tous ces colons étaient des endroits appartenaient aux Palestiniens. Donc, pour cette raison, pourquoi j'apprécie ça, pour beaucoup de gens, sur le retour à la terre. C'est-à-dire que ce concept
et a été construit dans les années 50 parce que la résistance palestinienne à Gaza a déjà organisé de retour à la terre dans les années 50. Pour cette raison, d'ailleurs, Gaza il a une image assez forte comme une forteresse de la résistance depuis 1948. Donc, pour beaucoup de gens de Gaza, qu'ils sont originaires, nos enfants sont retournés à leur terre. Ça ne plaît pas à des gens qui imaginent qu'effectivement que ce retour n'est pas acceptable, mais si vous voulez, du point de vue des réfugiés, des gens colonisés, privés de droits, c'est tout à fait légitime. Et donc, une bonne partie de la population palestinienne, pour ne pas dire la majorité, pour rester intègre, la majorité des Palestiniens, si vous voulez, soutenaient l'action de la résistance. Et Gaza donc, bien sûr, a été assiégée depuis 17 ans. Les défenseurs de Fatah disaient le Hamas a fait revenir l'armée israélienne à Gaza, donc du coup c'est contre-productif, ça n'a pas avancé, au contraire. Les opposés disaient justement d'ailleurs que Israël occupait la bande de Gaza. Israël, en 2005, quand elle a retiré ses forces de la bande de Gaza, a fait redéploiement de ses forces à Gaza. Donc Gaza était occupée, elle restait occupée malgré le retrait de l'armée israélienne en 2005. Et rappelons-nous peut-être, j'aurais dû faire ça, mais comme je concentrais sur l'analyse des événements dans la bande de Gaza, la bande de Gaza donc, est devenue une bande à la suite d'une appellation de l'armée égyptienne. Ce n'est pas une bande, c'est une région très importante en Palestine, a été réduite. Donc il y a eu la Nakba, donc la catastrophe palestinienne, a eu des conséquences très graves sur Gaza, et encore plus graves qu'ailleurs, puisque le nombre des habitants était 80 000 personnes. Au bout de quelques heures, Israël a expulsé des milliers de gens vers Gaza, et ça continue même après en 1949, parce qu'Israël aussi a expulsé une deuxième vague des Palestiniens de Beer-Sheva et de Nagab, et de deux villes côtières à côté de Gaza qui est devenue Ashkelon dans le sémantique colonial, c'est-à-dire Al-Majdal et Sdoud. Autrement dit, Israël a expulsé des Palestiniens après Nakba. Donc pour beaucoup de gens, réfléchissez. Donc là, si vous voulez, il y a tout un débat. Là, je rentre dans le deuxième débat. Un débat scientifique, comment on peut regarder cet événement. Beaucoup de gens ils pensaient que c'est un événement unique, c'est un événement fondateur. Bien sûr, il n'est pas unique, parce que c'est la continuité d'un Nakba. C'est-à-dire le 7 octobre n'est pas venu... on n'est pas dans les conséquences de 7 octobre. Même si vous voulez, à partir de 7 octobre, on peut dire c'est un mouvement fondateur, parce que ce moment, on a le monde avant le 7 octobre et on a le monde après 7 octobre. Et donc... ça va. Ok, j'ai rien dit encore. Et donc... J'anticipe la question. Non, mais sincèrement, j'ai 15 minutes. Hein. Bien 15 minutes. Okay. Bon. Très bien, tu me rassures. Et donc, l'événement de 7 octobre, c'est la continuité d'un Nakba. Ce qu'on appelle, ou les historiens palestiniens et les sociologues appellent la Nakba ongoing, la Nakba en continu, parce qu'effectivement, la Nakba n'a pas arrêté en 1948. Donc, c'est les conséquences d'un Nakba. Les événements de 7 octobre, c'est vu de la part de la société palestinienne comme une continuité historique. Il y a eu un débat scientifique. Comment regarder cet événement Bien sûr, il y a des gens qui s'intéressaient sur les actions
de Hamas, d'autres sur la violence de l'armée coloniale. Pareil, il y a des gens, par exemple, dans la société palestinienne, du point de vue des gens de la rue, disaient qu'Israël n'a jamais fait ça. Le degré de la violence dépasse largement les années 48. Et moi, je pense que ce n'est pas vrai et ce n'est pas historique. Israël a fait la violence. Israël, c'est une structure coloniale, violente, qui utilise la violence totale et structure la violence, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement, elle génère la violence, et c'est toute la violence faite par les Palestiniens, c'est comme une réponse à la violence totale inscrite dans la nature de cet État colonial. Donc ce n'est pas juste des événements historiques liés à la guerre de 67 ou à la guerre de 48, c'est la continuité de la violence totale dans le sens qu'on connaît en Europe. Et donc, les démarches utilisées par les Israéliens ont fait l'objet de beaucoup de gens de réfléchir sur les événements. Et là, on va, rappelez-nous qu'on est dans une fac, donc il y a eu un débat scientifique sur la censure et sur tout le fantasme réfléchi sur la neutralité axiologique et comment, et la guerre sémantique, comment on peut imaginer, il s'agit d'une guerre ou une guerre génocidaire, des gens qui continuent à dire que non, ce n'est pas un génocide. Et il y a tout un débat sur la fiabilité des sciences sociales occidentales dominantes, mais surtout sur toutes les grandes figures des sciences sociales critiques que leur position est montrée qu'effectivement qu'il y a un déclin de la théorie des sciences sociales dominantes qui fait le deux poids et deux mesures par rapport à leur analyse. En passant par donc Zizek, Habermas et enfin voilà, il y a toute une. Et c'est pas nouveau si vous voulez. Donc il y a eu un débat dans le monde arabe et dans le monde du Sud sur la position des scientifiques européens par rapport au Sud, par rapport aux opprimés. Donc c'est pareil pour Sartre. Par exemple, Jean-Paul Sartre a pris une position claire à l'égard de la politique coloniale française en Algérie, mais il a pris une position très molle à l'égard d'Israël concernant le territoire de 67 et n'a jamais accepté de qualifier Israël comme un État colonial. Pareil pour beaucoup de penseurs, Lévinas, enfin bref, j'en passe. Donc il y a eu un débat sociétal, comme j'ai montré tout à l'heure, mais aussi un débat scientifique très animé sur la fiabilité, et ça demandait donc toute une sorte de colloques, de revues, des groupes de réflexion, comment on peut sortir de la domination occidentale de la pensée pour effectivement tenter de reproduire une science sociale propre à nous pour qu'on puisse comprendre nos sociétés. Deuxième débat, c'était sur la fiabilité du droit international. Je sais qu'il y a beaucoup de juristes dans la salle et je veux les fâcher. Et donc sur ce fantasme que le droit international il peut résoudre tous les problèmes des Palestiniens, puisque en dehors du droit international, ça n'existe pas, la Palestine ne peut pas exister. Et en réalité, ce n'est pas seulement parce qu'Israël viole le droit international, parce qu'Israël est au-dessus du droit international. Toutes les démarches dans la société palestinienne, de la part des juristes, mais aussi leurs alliés en Europe, mais aussi notamment la demande auprès de la Cour pénale internationale, montrait les limites. Bien sûr, c'est un moyen de lutte pour beaucoup de gens en Palestine, mais ça reste juste un moyen de lutte qui n'est pas le seul et qui n'est pas efficace. Et les gens, ils voyaient que réduire le débat sur le droit international, c'est déformer la nature de cette situation.
Revenons donc à ce point. Si vous voulez, je crois que le 7 octobre a fait avancer l'idée que Israël, ce n'est pas un conflit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un conflit. Un conflit, il faut deux parties, deux États. Là, il s'agit d'une structure coloniale structurante qui s'appelle Israël. Et donc, le modèle 7 octobre a ravivé le modèle colonial. C'est-à-dire qu'il ne faut plus regarder Israël à partir d'un œil de droit international, parce que droit international veut dire deux États. Donc Israël possède 78% de la Palestine historique, refuse le retour de 7 millions de Palestiniens. Et Israël, en réalité, a réalisé le projet colonial, et le projet colonial continue. Si vous voulez, dans le discours dominant, il faut soutenir le deux États. Le deux États, à l'heure actuelle, et c'est juste un fantasme, effectivement, des responsables de l'Union européenne, de quelques communautés scientifiques dans le monde, mais en réalité, Israël n'a plus, c'est-à-dire qu'elle n'a plus du tout dans la logique d'Oslo, parce qu'Oslo a donné à Israël la légitimité comme un État normal, que les Palestiniens souhaitent faire la paix avec, et Israël continue donc à confisquer des terres des Palestiniens. Autrement dit, le nombre de colons en 1993 se levait à 80 000 personnes. À l'heure actuelle, on a à peu près 900 000 colons dans le territoire. Autrement dit, tout ce fantasme de droit international de deux États, souverains reconnaissant l'un de l'autre, a permis aux Israéliens d'avoir 10% avoir 10% de plus de colons en Cisjordanie. Et donc la paix, entre guillemets, a permis aux Israéliens d'aller plus loin dans le projet colonial, et Israël a créé donc l'autorité palestinienne, qui est une coquille vide, qui est une sorte d'organisation remplie de corruption, d'inefficacité, et ils ont des échecs sur tout le plan social, économique, politique. Et l'autorité palestinienne, donc, vis-à-vis le 7 octobre, elle était en retrait, regardait les actions, regardait la fascination des Palestiniens pour les combattants de la résistance, et l'autorité palestinienne matait toutes sortes de solidarité en Cisjordanie vis-à-vis de leurs confrères à Gaza. Et donc, le progrès de la guerre génocidaire décrétalise l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne tenait à rien. C'est-à-dire, au-delà de la capacité économique de l'autorité palestinienne, parce qu'il y en a à peu près 280 000 personnes dépendent économiquement de l'autorité palestinienne. Pour cette raison, d'ailleurs, toutes les voix qui se lèvent pour dire qu'il faut dissoudre l'autorité palestinienne, ça ne sert à rien, elles ne sont pas acceptées, parce qu'effectivement, il y a des enjeux économiques, et politiques et sociaux très importants. Donc, pour 5 minutes, ok. Pour tenter de terminer, le 7 octobre, il a remis en cause donc, les sémantiques dominants. Il a remis en cause la perception du monde des Palestiniens sur Israël. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Palestiniens intériorisés la logique coloniale, qu'Israël c'est un État qu'elle a ses limites, que le monde ne va pas laisser les Israéliens aller plus loin. En réalité, le projet, la guerre génocidaire actuelle montre qu'Israël n'a pas de limite, qu'Israël s'oriente petit à petit vers le modèle classique de colonialisme, de peuplement, y compris à l'intérieur d'Israël, ce que tout à l'heure quelqu'un a dit, les Palestiniens d'Israël, qu'Israël impose la nationalité, qu'Israël utilise tous les outils juridiques pour priver les Palestiniens d'exprimer. Donc il y a des gens qui sont interdits été expulsés des facs, comme notre collègue Nader Chalhoub, d'autres étaient dans la prison. Voilà. Donc Israël sème
dans les territoires d'Israël toute une politique coloniale classique, et pareil en Cisjordanie et à Gaza. Donc cette guerre remet en cause le projet de deux États. Cette guerre nous montre qu'Israël n'a pas de limite. C'est un État qui s'oriente. C'est-à-dire que ça me gêne, par exemple, d'entendre des gens dire oui, les fanatiques ou les extrémistes israéliens. C'est une société coloniale, en fait. Une société coloniale ne voit pas le colonisé, à part main-d'œuvre, comme elle a montré Taher, où il ne voit pas les droits des Palestiniens du tout, quoi. Donc, c'est une société. Et une fois qu'on a qualifié Israël comme un État colonial, on peut remettre en cause tout le fantasme qu'on a eu depuis 30 ans. C'est-à-dire, s'il s'agit d'une structure coloniale, c'est une société coloniale, et les Palestiniens sont décolonisés, je suis indigène, et ils sont des indigènes, on peut regarder ce conflit autrement. C'est-à-dire que cette guerre génocidaire en route, les gens ils disaient oui, on ne peut pas utiliser le mot génocidaire parce que numériquement, ce n'est pas tout à fait ça. Si la liquidation de 5% de la population, ce n'est pas un génocide, c'est quoi le génocide ? 100%. Si 80% de la destruction urbaine de Gaza, ce n'est pas un génocide, c'est quoi le génocide ? Il y a toutes des questionnements légitimes que les gens à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, posent sur le projet colonial. Et rajoutons maintenant la dernière touche raciste de la suprématie américaine. C'est-à-dire, bien sûr, donc on peut rigoler sur Trump et ce comportement, ses propos, mais il ne faut pas rigoler parce que c'est-à-dire que le chef d'un grand pays du monde, le plus dominant, imagine Rivera, imagine qu'il peut liquider les gens, imagine qu'il menace, avant-hier elle a menacé toute la population de Gaza. C'est-à-dire que, et je crois que les propos de Trump nous donnent la possibilité de réfléchir sur le thème qu'on a utilisé. C'est-à-dire que ne plus regarder Israël comme un État qui viole le droit international de temps en temps. Et je crois que c'est ça le problème. Continuer à regarder Israël comme un État normal qui viole le droit international, donc il faut rappeler Israël à l'ordre. C'est fini ça, il faut dépasser ça et reconsidérer Israël comme un État colonial et comme un effet colonial, comme elle a nommé Maxime Rondenson. Et je crois que c'est ça qui est primordial. Israël, c'est un État colonial et le conflit, il faut le traiter comme un conflit entre colonisateurs et colonisés. Si on va continuer jusqu'à l'éternité à dire bon, il faut pousser Israël à respecter le droit international, Israël va continuer bien sûr à confisquer des milliers de terres des Palestiniens, à imposer. Par exemple, j'ai raconté à Raphaël, avant le 7 octobre, il y avait 518 barrages militaires en Cisjordanie. Actuellement, tout simplement, les Israéliens ils ont décidé, pour favoriser la logique de colons en Cisjordanie, Israël a décidé, elle ferme les frontières de 7h du matin jusqu'aux 9h et de 4h l'après-midi jusqu'à 19h pour permettre, mais imaginez, c'est-à-dire que les 3 700 000 Palestiniens en Cisjordanie ne circulent pas entre 5h du matin jusqu'à 7h et de 4h jusqu'à 19h pour laisser les colons aller au travail sans avoir les Palestiniens. Et donc il y a 900 barrages militaires actuellement en Cisjordanie fixes, rajoutant aussi des barrages volants. Donc c'est juste pour vous donner une image de cet État que les gens continuent à dire bon, il faut regarder, il faut pousser Israël. C'est-à-dire que ce modèle de réflexion sur le deux États qui vient d'imaginer qu'il y a des méchants et il y a des bons de deux côtés, le 7 octobre elle a mis
en arrêt total. Il faut réfléchir dans le paradigme de colonialisme. Israël, c'est un État colonial, les Israéliens sont des colonisateurs, et il faut le considérer comme des colonisateurs et les Palestiniens comme des colonisateurs. Réfléchissons encore qu'il s'agit d'un État violent parce qu'il y a des extrémistes, la montée des extrémistes. C'est ce que j'appelle dans mes écrits la déformation des conditionnements coloniaux. Donc si on va continuer à faire la déformation des conditionnements coloniaux, on va avoir encore une logique que Israël va aller plus loin, quoi. Elle va expulser les gens de Gaza, elle va expulser les gens de la Cisjordanie, et la communauté internationale commence à continuer à dire, bon, il y a des méchants, il y a les extrémistes, il y a les fachos qui arrivent, il y a les religieux. Tout ça, pour moi, c'est des pouvoirs, parce qu'effectivement, le cadre théorique n'est pas là. Le cadre analytique, elle n'est plus posée correctement. Le cadre analytique, Israël, c'est un État colonial, les Palestiniens sont colonisés, donc il y a 2 colonies, il y a une colonie en Cisjordanie et Gaza et Jérusalem, ce que j'appelle la 2e colonie, et la première colonie que Israël se nomme Israël, parce que c'est une colonie divisée en 2, historiquement, et je crois que réfléchir dans une sorte, je crois que mon collègue, maintenant, il va parler de ça, c'est passer par la décolonisation. La décolonisation, c'est la solution. Après, même si on n'est pas d'accord sur tout, mais je pense que la décolonisation, c'est le projet à venir. Décoloniser Israël, ça ne veut pas dire juste, j'attends, il y a des gens qui vont dire, mais ça veut dire qu'on va jeter la population juive à la mer, pas du tout. La décolonisation, elle veut dire que les gens vivent en paix en dehors du système colonial. Il n'y aura plus État colonial israélien, mais il y aura une population qui vit ensemble. Peut-être mon collègue va parler, même si on n'a pas la même conception. Merci beaucoup.